Bonjour à toutes et tous, mon nom est Mathieu Trépanier, je suis historien et surtout passionné d'histoire montréalaise et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à nouveau pour cette entrevue sur les ondes de Radio Ville-Marie pour cette édition de Notre Histoire en tête, l'émission hebdomadaire de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Émilie Girard. On entame une deuxième partie sur l'histoire d'Hydro-Québec qu'on avait commencé donc la semaine dernière. Émilie Girard, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent que vous travaillez à Hydro-Québec depuis 2014 et vous êtes devenue cette année conseillère dans l'équipe Accueil après avoir été guide animatrice à la Société d'État pendant plusieurs années. Alors, lors de l'émission de la semaine dernière, on avait abordé, Émilie, les débuts de l'électricité et la création d'Hydro-Québec en 1944. Et aujourd'hui, vous allez nous emmener en fait un peu plus loin dans l'histoire. On va se rapprocher du temps présent. On va parler donc de l'histoire d'Hydro-Québec depuis la seconde nationalisation, celle de 1963. Alors, j'en profite avant d'entrer dans le vif du sujet, Émilie Girard, pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices que si vous avez raté la première partie de l'émission, sachez que celle-ci est disponible sur nos réseaux sociaux, sur le site de Radio-VM, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Société historique de Montréal. Bonjour, Émilie Girard. Merci d'être là. Bonjour, ça me fait bien plaisir d'être là à nouveau. Alors, la dernière fois, Émilie, on avait donc, comme je disais, discuté des débuts d'Hydro-Québec, mais aussi des débuts de l'électricité au Québec. Et pour juste nous rafraîchir la mémoire, peut-être pour les gens qui n'avaient pas écouté la première partie, est-ce qu'on pourrait peut-être juste rappeler les grands jalons là, de cette histoire-là au Québec? Bien, effectivement, la première démonstration d'électricité va avoir lieu à Montréal en 1879 sur le Champ de Mars, donc tout près d'ici. Rapidement, l'électricité va concurrencer le gaz. Les premiers usages de l'électricité vont se faire dans l'espace public. Donc, on va parler de l'éclairage des rues, du transport en commun. Si l'électricité, elle va d'abord se développer en régions plus urbaines comme Québec et Montréal, les compagnies d'électricité ne vont pas hésiter à aller s'installer en régions, surtout celles qui ont un fort potentiel hydroélectrique, pour construire de nouvelles centrales. Mm-hmm. C'est de cette façon-là que, graduellement, les monopoles régionaux vont faire leur apparition. Ces compagnies privées-là décident de tout, comme les tarifs, ce qui ne fait pas nécessairement la joie des clients. En ville, par exemple, c'est la Montreal Light, Heat and Power Consolidated qui va être le plus fort de ces monopoles-là, alors qu'en région, on va davantage faire affaire avec la Shawinigan Water and Power Company qui va profiter, elle, du potentiel de la rivière Saint-Maurice. Puis, rapidement, les citoyens sont de plus en plus insatisfaits du service de ces compagnies-là et vont réclamer des changements. Le gouvernement d'Alexandre Taschereau va dire, OK, on va lancer une commission d'enquête, la commission Lapointe en 1934 afin d'étudier puis de proposer un encadrement aux pratiques de ces compagnies privées. Puis, la commission n'a pas l'effet escompté, puis au bout du compte, ça sera le gouvernement libéral d'Adélard Godbout qui va procéder à la nationalisation des actifs de la Montreal Light, Heat and Power Consolidated et créer la Commission hydroélectrique de Québec, donc Hydro-Québec. La première nationalisation. La première nationalisation de 1944. Puis, c'est donc la naissance d'Hydro-Québec. Puis, à ce moment-là, Hydro-Québec aura 4 centrales. On en a une 60aine aujourd'hui, mais donc en 1944, on a 4 centrales. Dans la région métropolitaine. Dans la région métropolitaine, c'est la centrale de la Rivière-des-Prairies, la centrale de Beauharnois, des Cèdres et la centrale de Chambly. Puis rapidement, la Commission hydroélectrique de Québec va faire face à une demande croissante, donc dans l'après-guerre, puis va lancer son premier grand chantier à l'extérieur de la métropole, sur la Côte-Nord. Donc, c'est le complexe Bercy-Miss, en fait, qui sera le premier chantier à l'extérieur de la région métropolitaine pour Hydro-Québec. Et ça ne va pas plaire, ça, j'imagine, aux compagnies qui sont encore largement privées à cette époque-là. Hydro-Québec n'est pas un monopole d'État à ce moment-là. Exactement.
Exactement. Donc, c'est ce qu'on va appeler pendant une certaine période, là, entre les deux nationalisations, le régime mixte de l'électricité. C'est-à-dire qu'on a une société d'État dans la grande région métropolitaine, puis des compagnies privées et des coopératives d'électricité aussi qui font leur apparition à cette époque-là, ailleurs en région. Les clients des compagnies privées sont de moins en moins satisfaits. Puis, le gouvernement, lui, est un peu divisé par rapport à l'idée de procéder à une seconde phase de nationalisation. Puis c'est dans ces circonstances-là que René Lévesque va faire sa célèbre présentation en 1962 lors de la Semaine nationale de l'électricité qui va se conclure, et je le cite, sur le fait que la nationalisation, c'est bon d'un bout à l'autre. Ça, est-ce que vous faites référence donc à cette célèbre séquence politique dans l'histoire du Québec qui était celle du maître chez nous? Exactement. Donc, le gouvernement libéral de Jean Lesage est élu en 1960. Mais c'est ça, il ne s'entend pas, le cabinet, sur la nationalisation. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, le gouvernement va décider de dire, bien, on va retourner en élection. 2 années plus tard, donc en 1962, avec une seule question à toute fin pratique là, pour la population québécoise. Doit-on procéder, oui ou non, à une seconde nationalisation, donc à une seconde phase de la nationalisation? C'est ce qu'on peut considérer, là, à toute fin pratique, comme une élection référendaire. Donc, une nationalisation beaucoup plus englobante, si je comprends bien. Exactement, donc pan-québécoise. Puis c'est vraiment ce moment-là, le fameux maître chez nous, là, avec le logo, avec le poing, les éclairs. Et donc, c'est vraiment un symbole très fort dans l'histoire du Québec, ce moment-là. Puis, les libéraux seront réélus le 14 novembre 1962. Donc, le verdict, il est clair et la seconde nationalisation, elle sera consommée en 1963. Puis finalement, ce que cette nationalisation-là, elle apporte, c'est que c'est 11 compagnies privées qui seront nationalisées. Donc, c'est une obligation. Par exemple, la Shawinigan Water and Power Company sera nationalisée. Puis, on a environ 80 compagnies municipales et coopératives. Ces dernières-là, ce ne sera pas obligatoire qu'elles se nationalisent puisqu'elles sont déjà des entreprises publiques, donc des entreprises municipales. Donc, c'est vraiment à leur discrétion. On ne va pas aussi forcer la nationalisation de production industrielle privée comme celle d'Alcan, par exemple, à l'époque. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin à ce moment-là de ce que vous appeliez le régime mixte? Donc, est-ce que toutes les compagnies privées sont nationalisées sous la houlette d'Hydro-Québec à ce moment-là? Pas tout à fait, parce que justement, des compagnies comme Alcan vont continuer de produire pour leurs propres besoins. Puis, il y a certaines compagnies municipales et des coopératives qui vont refuser d'être nationalisées, puis vont poursuivre encore à ce jour leurs activités. Puis il y en a, on les connaît quand même très bien. Donc, il s'agit de la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, Hydro-Westmount, le service électrique de la ville d'Alma, le service de l'électricité de la ville d'Amos, le service d'électricité de la ville de Bécomo, Hydro-Quaticook, Hydro-Joliette, Hydro-Magog, Hydro-Jonquière et Hydro-Sherbrooke. Puis, ces compagnies-là font beaucoup plus de distribution que d'autres choses d'électricité. Puis, petit fait, elles ne peuvent pas vendre leur énergie plus cher que ce qu'Hydro-Québec vend à sa clientèle. Donc, il y a une genre d'harmonisation des prix, en fait. Exactement, pour que c'est ça, que ça soit un tarif équitable partout en province. Donc, ça, il y a cette seconde nationalisation, donc, qui est une nationalisation d'importance. C'est un moment dans l'histoire du Québec. Et puis, lors de la première émission, je me souviens que vous nous aviez décrit une espèce de logo d'Hydro-Québec qui apparaît dans ces années-là, qui est plein de symboles, qui est d'abord inspiré de l'héraldique. On a l'impression d'un blason, plutôt. Et par contre, c'est pas le logo qu'on voit aujourd'hui sur le gratte-ciel d'Hydro-Québec qui est au centre-ville de Montréal. Est-ce que c'est à ce moment-là que ce nouveau logo est adopté? Bien, le logo qu'on connaît actuellement, oui, c'est à cette époque-là qu'on va l'adopter, mais petit fait à noter, il n'était pas originalement là sur la façade du siège social. Okay. Initialement, c'était le Hydro-Québec et des fleurs de lys qu'on retrouvait de chacun des côtés. Mais ce fameux logo-là, l'espèce de lettre Q orangée, elle a quand même une symbolisation plus profonde que juste la lettre en elle-même. Donc, oui, le Q rappelle que Hydro-Québec est une société d'État,
provinciale. Du Québec, donc. Du Québec, donc. Et quand on décompose le logo, bien, on remarque qu'il est fait d'un cercle qui va rappeler le soleil, source d'énergie, qui contribue au cycle de l'eau, mais aussi le mouvement d'une turbine. Puis, quant à lui, l'éclair réfère à l'électricité, donc le produit de l'entreprise. Puis, ensemble, ça traduit la mission de l'entreprise, donc sa mission de base, qui est de produire et de livrer de l'électricité à toute la collectivité québécoise à partir de sources renouvelables. Et concrètement, donc, qu'est-ce que cette deuxième nationalisation apporte, mais disons, bon, pour Hydro-Québec, bien sûr, mais pour les Québécois? Pour les Québécois, ça va surtout impliquer une uniformisation des tarifs et du service. Dans certaines régions, les tarifs vont baisser même considérablement. C'est à partir de ce moment-là que la population va se mettre à payer le même prix, peu importe où elle se trouve. Les conditions de service vont s'améliorer, puis le réseau ira partout. Désormais. C'est aussi le mandat de la société d'État, donc de desservir de façon équitable la clientèle, peu importe où elle est. Puis en fait, c'est ce que les nationalisations ont apporté, surtout la deuxième, là, celle de 1963, c'est ça, une uniformisation du service entre les villes et les campagnes, entre les services pour les entreprises et les services aux particuliers, puis surtout une uniformisation là, au niveau des tarifs. Donc, une uniformisation entre les régions. Est-ce que vous avez un exemple de ça pour... Bien, probablement, l'exemple le plus frappant, c'est celui au lendemain de la seconde nationalisation de l'Abitibi-Témiscamingue, où la production d'électricité initiée par les industries minières de la région se faisait à la fréquence de 25 Hertz, donc 25 cycles. Ailleurs qu'au Québec et en Ontario, puis même aux États-Unis, on était sur une fréquence de 60 cycles. Puis c'est quelque chose que René Lévesque avait d'ailleurs soulevé pendant son discours en 1962 en disant que, et je le cite encore, l'Abitibi est paralysée avec son 25 cycles. Puis la population qui dépend de cette fréquence-là, ça devient difficile pour elle parce qu'elle a de la difficulté, par exemple, à se procurer des appareils ménagers. Il y a peu de fabricants puisque le marché, il est restreint. Puis de plus, les appareils alimentés à cette fréquence étaient vraiment plus coûteux que d'autres appareils du même type. Puis, la fréquence de 25 Hertz, elle va entraîner plusieurs problèmes là, pour les citoyens au quotidien, comme des lumières qui vont clignoter ou encore des moteurs qui vont tourner au ralenti. Puis, c'est quelque chose qu'Hydro-Québec va faire à la suite de la seconde nationalisation, dire qu'on va procéder à la conversion de l'alimentation des résidences du 25 au 60 cycles. Puis c'est fait, là, cette annonce-là, 1 mois après la nationalisation. Puis ça sera une excellente nouvelle pour la clientèle, puis un des avantages que, justement, la nationalisation aura. Puis, ça va prendre très peu de temps à faire ça pour les résidences de particuliers. Là, ça commence en 1964, cette conversion-là, et ça va se terminer l'année suivante. Donc, en à peu près une année, on a converti 15 000 appareils, 150 000 pièces d'équipement qui seront converties pour un coût de 7,5 millions de dollars. Alors, moi, mes cours de sciences et techniques sont très, très loin. Alors, peut-être que pour certains auditeurs et auditrices également. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Émilie Girard, c'est quoi un Hertz? Oui, l'électricité, c'est pas simple. Un Hertz, c'est une unité de mesure de fréquence. Donc, ça réfère au courant alternatif. Il y a 2 types de courants, l'alternatif et le continu. Par exemple, dans une pile, il y a une réaction chimique qui va engendrer un mouvement d'électrons qui vont se déplacer dans un seul sens dans un conducteur, d'un pôle négatif à un pôle positif. C'est ce qu'on va appeler le courant continu. Alors que pour le courant alternatif, on a un alternateur, donc un aimant appelé le rotor, qui va tourner à l'intérieur d'une bobine de fil fixe appelée un stator, ce qui va induire un courant dans les fils de la bobine. Parce que l'aimant a 2 pôles, un positif, un négatif, le courant va osciller. Donc, c'est pour ça qu'on parle de courant alternatif. Puis c'est ce principe-là qui permet de produire plus de 99 de l'énergie électrique consommée dans le monde. La fréquence du courant alternatif va dépendre de la vitesse à laquelle le rotor va tourner. Puis dans notre réseau électrique, à 60 Hertz, les électrons, eux, changent de direction 120 fois par seconde pour avoir cette fréquence-là. Ah oui, OK. Donc, c'est assez impressionnant. La semaine dernière, vous avez également évoqué les centrales de la Manic, dont les chantiers, évidemment, sont, j'allais dire,
quasiment légendaire là, dans l'histoire du Québec. Si je ne me trompe pas, c'est aussi à cette époque-là qu'apparaissent ces chantiers-là. Exactement, des chantiers qui sont tout aussi impressionnants que la question de la fréquence du courant alternatif. Puis en fait, lors de la nationalisation de 1963, la construction du projet Manicoutarde bat son plein. À cette époque-là, la demande en énergie augmente d'environ 7 tous les ans. À ce rythme-là, Hydro-Québec doit doubler sa capacité de production tous les 10 ans. Les grands complexes en construction qui sont situés en régions éloignées vont exiger des lignes de transport, puis les lignes de transport de 315 000 volts, donc 315 kV, kilovolts, ne suffisent plus. C'est les lignes, par exemple, qu'on avait pour relier le complexe Bercy-Miss à la région métropolitaine. Donc, ça ne suffit plus. Il en faudrait plusieurs pour alimenter les régions grandes consommatrices qui se trouvent plus au sud de la province. Puis, on est à un moment aussi où les Américains planchent sur un concept d'une ligne à 500 000 volts, donc 500 kV. Au Québec, on a un jeune ingénieur, Jean-Jacques Archambault, et son équipe qui vont, à ce moment-là, parvenir à développer un peu l'inconcevable à l'époque, à l'aide de crayons et de règles, une ligne à 735 000 volts. Un niveau de tension qui n'était jamais atteint dans le monde. Exactement. C'est une tension jamais atteinte. C'est vraiment quelque chose qui est une première mondiale pour Hydro-Québec à cet égard-là, qui est qualifié de colosse en marche. Pendant les années 1960. Puis c'est justement au milieu de la décennie, en 1965, qu'on aura la mise en service de cette première ligne à 735 000 volts entre les centrales de la Manic et Montréal. Puis en 2001, en fait, cette technologie-là a été nommée l'innovation technologique québécoise du 20e siècle par l'Ordre des technologues professionnels du Québec. Si je peux me permettre un petit aparté, Émilie Girard, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait une excellente série qui s'appelait Les bâtisseurs d'eau à Radio-Canada, qui était une série de fiction et qui racontait, entre autres, cet épisode-là de l'histoire d'Hydro-Québec. Bien, les centrales des rivières Manicouagan et Outarde, elles produisent une bonne partie de l'énergie consommée au Québec à ce moment-là. Le chantier de Manic 5, lui, va marquer l'imaginaire par son ampleur, au point où les visiteurs du pavillon du Québec pendant Expo 67, donc pendant l'exposition universelle, peuvent voir les travaux en temps quasi réel dans une salle de projection. Puis, en fait, dernier moment historique qui se passe sur ce chantier-là, si on veut, c'est un moment plus tragique. C'est que l'inauguration de l'installation était prévue pour septembre 1968 et dans la nuit, même au petit matin de la journée de l'inauguration, bien, le premier ministre du Québec d'alors, Daniel Johnson, va décéder sur place. Donc, l'inauguration, elle sera évidemment reportée d'une année et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on parle de la centrale Manic 5 et du barrage Daniel Johnson. Donc, on a voulu souligner... renommé en son honneur. Exactement. D'ailleurs, ce barrage-là est le plus grand à voûtes multiples et contreforts au monde. Donc, c'est vraiment une autre merveille d'ingénierie québécoise. C'est vraiment une période de très, très grande innovation et de chantiers très, très impressionnants. Mais exactement. La recherche, le développement, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise depuis les débuts. Dans la foulée, dans les années 60, du développement de la ligne à 735 kV. Donc, en 1964, on aura un homme, Lionel Boulet, qui est directeur du département de génie électrique de l'Université Laval, qui va réaliser une étude préliminaire sur l'état de la recherche sur l'électricité dans le monde. Il va visiter plusieurs pays, accompagné à l'occasion d'un ingénieur à Hydro-Québec, donc pas n'importe lequel, ingénieur en chef, Robert Aboyd. Puis, il constate, M. Boulet, qu'il n'existe aucun endroit en Amérique du Nord où il est possible d'effectuer des tests sur le transport à haute tension, justement. Puis c'est ainsi que sera créé l'IREC, donc l'Institut de recherche en électricité d'Hydro-Québec, qui est inauguré en 1967 à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Et on peut voir encore, là, aujourd'hui, quand on circule sur l'autoroute,
le laboratoire de haute tension. La structure brune là, Oui, qui ressemble à un gros cube, hein, c'est exactement. Je l'appelle affectueusement le fudge technologique. Mais oui, c'est ça. Quand on circule sur l'autoroute 30, là, on peut voir le laboratoire haute tension qui est là. Et si, pour les amateurs de films, sachez que l'intérieur du laboratoire haute tension a été le décor du film Highlander, tourné dans les années 90. Sur cette petite anecdote, je vous propose, Émilie, de faire une pause dans l'émission, un petit intermède musical dans lequel on écoute une chanson justement en rapport avec Hydro-Québec. Hydro-Québec a eu son lot de production artistique. En l'occurrence, ici, on écoute une chanson très, très célèbre de Georges Dor qui date de 1966 et qui s'appelle « La Manique ». On se retrouve tout de suite après. Si tu savais comme on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique, wagon. Parfois je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps, je te regarde et mes merveilles, je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer et la fleur dans l'abeille. Que devienne quand je suis pas là, mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre? Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où tu es toujours la plus belle, car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, mais on est tous des bons larrons, cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Si tu savais comme on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique, wagon. Si t'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus beau des poèmes. Je le lirai 100 fois, 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comme on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique, wagon. Alors, on est de retour pour cette deuxième partie de l'émission, toujours avec Émilie Girard. Et donc, Émilie, juste avant de la pause musicale, on parlait donc de la deuxième nationalisation d'Hydro-Québec. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est à cette époque-là qu'Hydro-Québec construit son siège social, en fait, le siège social qu'on connaît aujourd'hui sur le boulevard René-Lévesque à Montréal?
Exactement, c'est à ce moment-là. Dans les années 1950, les employés sont de plus en plus nombreux et ils sont de plus en plus à l'étroit dans le Power Building qui, on se rappelle, était situé sur la rue Craig, aujourd'hui Saint-Antoine, là, donc au coin Craig et Saint-Urbain. Donc l'ancien siège de la Montreal Light Heat and Power. Exactement, qui avait été nationalisé en 1944. L'entreprise a déjà fait construire, là, au début de la décennie 1950, un centre administratif sur la rue Jarry, qui est encore là aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Les employés ont besoin de plus d'espace et surtout de locaux plus modernes. Donc, c'est dans cette foulée-là que sera construit le nouveau siège social là, qu'on trouve encore aujourd'hui là, sur le boulevard René-Lévesque. Il est inauguré le 8 juin 1962. Puis l'entreprise, elle sera parmi les premières à avoir son gratte-ciel moderne à Montréal. Son propre gratte-ciel. Hein, son propre gratte-ciel, exactement. Ça va situer l'entreprise comme étant vraiment une institution d'envergure, puis ce sera une source de fierté pour la population, surtout francophone à cette époque-là. La présence du siège social, elle est une sorte de synonyme de nationalisme, puis d'une nouvelle économie, justement, où les francophones ont aussi leur place. Puis l'architecture du bâtiment, elle contribue à en faire un symbole de son époque. Au moment de sa construction, là, donc, qui s'étend de 1958 à 62, lorsqu'on l'inaugure, c'est quand même le 5e plus haut édifice de Montréal qui compte 32 étages, incluant 5 sous-sols quand même, puis qui accueille en moyenne là, 1800 employés actuellement. Donc, c'est la capacité d'accueil du bâtiment. Puis l'architecture, c'est une architecture moderne, de style international, c'est-à-dire que l'architecte, donc Gaston Gagné, va choisir un style qui est épuré, sans ornementation, avec des lignes qui sont très simples, régulières, un mur rideau qui est hybride au siège social d'Hydro-Québec, mais quand même, c'est une facture très moderne pour l'époque. On pense par exemple à la place Ville-Marie, là, qui est inaugurée la même année, en 1962, qui est un autre type de mur rideau. Donc, le siège social d'Hydro-Québec est à l'image des changements de la société dans l'époque à ce moment-là. Donc, ce qui est quand même intéressant, par contre, avec le siège social, c'est que l'architecte a choisi un style qui est moderne, mais a quand même conservé une structure de pierre rassurante qui représente la solidité, la tradition. C'est peut-être aussi en raison des fonctions un peu plus protocolaires du bâtiment, parce qu'il a quand même abrité aussi pendant un certain temps les bureaux du premier ministre à Montréal, le premier ministre du Québec. Puis le siège social, il est reconnu comme un immeuble d'intérêt du patrimoine moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est pas tant l'architecture que les cuisines qui vont impressionner la presse par ces équipements en acier inoxydable incroyablement modernes, comme des chauffe-assiettes, par exemple. Mais pourtant, de tout ça, c'est pas ça qui est le plus novateur dans le nouveau siège social d'Hydro-Québec. En fait, l'aspect le plus novateur, il se trouve dans le stationnement sous terre. C'est le poste de transformation d'Orchester, dont on voit le poste de commande, le bâtiment de commande quand on circule sur Saint-Urbain aujourd'hui. Comme l'activité du centre-ville montréalais, elle est très concentrée. C'est la raison pour laquelle on a fait ces infrastructures-là sous terre. Puis au moment de sa mise en service en 1962, il va être le plus grand poste du genre en Amérique. Puis il alimente encore là, aujourd'hui en électricité une bonne partie du centre-ville. Puis il est quand même construit à une époque où la question de l'efficacité énergétique, la récupération de l'énergie n'est pas encore à la mode. Le poste est vraiment précurseur parce qu'il y a un dispositif qui permet de récupérer la chaleur dégagée par les transformateurs, puis de diriger cette chaleur-là, si on veut, vers le siège social, ce qui permet de chauffer en bonne partie l'édifice quand les températures extérieures sont supérieures à moins 15 degrés Celsius. Puis c'est un système qui fonctionne encore aujourd'hui, là. Ah oui, ça, c'est quelque chose que le grand public, quand on se balade, on le sait pas, on ne le voit pas. Hein. Et ça m'emmène à une autre question, Émilie Girard. Vous le savez, j'aime beaucoup le Montréal disparu. J'aimerais savoir, par curiosité, qu'est-ce qu'on pouvait trouver, je fais un aparté, là, mais qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur le site d'Hydro-Québec avant la construction du siège social? Je crois avoir compris qu'il y a des fouilles qui ont lieu en ce moment.
Effectivement, il y a eu des fouilles au courant de l'été 2023, des fouilles archéologiques, mais le quadrilatère René Lévesque, Clark, Sainte-Catherine et Saint-Urbain fait historiquement partie du Faubourg Saint-Laurent. Il y a même eu un ruisseau à une certaine époque là, qui courait sur le terrain. Et les fouilles ont permis de découvrir notamment là, les vestiges d'une maison de pierre assez cossue datant du début du 19e siècle, donc avant 1825. Les archéologues ont aussi trouvé là, beaucoup d'artefacts datant du 18e siècle, donc du régime anglais. Puis la raison là, pour laquelle on a retrouvé ça là, c'est encore un peu un mystère, parce que les cartes et plans de l'époque ne montrent aucune structure permanente sur le terrain là, à la fin du 18e siècle. Donc, des recherches sont en cours à ce sujet-là. Ce qu'on sait toutefois, c'est que juste avant le siège social, il y avait une salle de billard et la scierie McLennan, dont on a retrouvé les vestiges d'un plancher de bois lors des fouilles. Puis sur le quadrilatère, là, on trouve aussi là, actuellement le Théâtre du Nouveau Monde au coin Sainte-Catherine et Saint-Urbain, qui est depuis très longtemps un lieu de théâtre. Donc, il y a eu avant le TNM, le Gaieties et la Comédie canadienne ensuite. Puis sur l'autre coin de rue, Sainte-Catherine et Clark, si on veut, il y a eu entre autres la brasserie orientale puis un tourist rooms qui a été là avant la construction là, de la Maison du développement durable qui a été inaugurée en 2011. Et qu'en est-il de l'immense œuvre lumineuse qu'on peut voir lorsqu'on marche sur le boulevard René-Lévesque? Oui, bien, c'est une œuvre d'art qui est signée de Jean-Paul Mousseau. Son petit nom, c'est Lumière et mouvement dans la couleur. Puis, lors de la construction du siège social, Hydro-Québec souhaitait orner son hall d'entrée d'une œuvre d'art. L'entreprise va lancer un concours dans les journaux en 1961. Donc, on voit ça, là, les titres « L'Hydro-Québec lance un concours ». Les artistes québécois sont invités à soumettre leurs propositions qui seront évaluées par un jury. C'est quand même 71 propositions qui seront reçues, étudiées. Puis, c'est l'œuvre de Jean-Paul Mousseau là, qui remporte le premier prix par sa facture moderne et technologique. Donc, elle utilise l'électricité, donc le produit d'Hydro-Québec. Le deuxième prix ira à Joseph Iliou et le troisième à Armand Vaillancourt. Puis, Jean-Paul Mousseau, en fait, qui a eu une carrière bien remplie. C'est le plus jeune signataire du manifeste Refus global. Il s'est beaucoup intéressé aux propriétés scientifiques de la lumière et de l'usage de la technologie dans l'art. Puis, c'est vraiment ça a été pendant toute sa carrière un fervent défenseur de la démocratisation de l'art. Puis c'est aussi la raison pour laquelle l'œuvre, elle est accessible. Même si on se trouve à l'extérieur du bâtiment, on peut l'apercevoir. La murale, elle sera inaugurée un petit peu après le siège social, donc au mois d'octobre 1962. Puis c'est vraiment très particulier comme œuvre d'art. Elle est construite comme une boîte. Donc à l'arrière, il y a un réflecteur qui permet de projeter vers l'avant de la lumière. Une série de tubulures de néon. Donc, on parle de 840 tubes de néon de 8 couleurs différentes. Et c'est un espèce de motif de 70 bandes lumineuses là, qui s'entrecroisent. Et devant cette structure de néon-là, bien, on a ce qu'on voit quand on se trouve devant, donc de la fibre de verre imbibée de résine colorée. C'est costaud là, comme œuvre, là, comme boîte. Là. C'est un peu plus de 1300 kilos, 4,5 mètres de hauteur, près de 23 mètres de largeur. Ça a une superficie là, de 110 mètres carrés, là, pour vous donner une idée. Puis, ce qui est très intéressant, c'est que oui, c'est abstrait comme design, mais ce qui permet à la murale d'être vivante, si on veut, c'est tout le système d'automatisme qui est derrière. C'est un automatisme à 3 paramètres, donc le choix de la couleur qui va être allumée ou éteinte, si on veut, l'intensité de la lumière, mais aussi la durée des cycles. Ce qui fait que la murale, elle se renouvelle continuellement. C'est toujours un nouveau tableau, c'est ça? Pratiquement constamment. En fait, des calculs ont été faits et pour revoir exactement la même murale avec les 3 mêmes exacts paramètres, il faut quand même attendre 175 000 ans. Ah oui, quand même. Hein? Donc, oui, c'est ça. Donc, dans votre vie, chaque fois que vous passerez devant cette murale-là, même si elle semble être la même, elle n'est pas la même. Elle sera toujours unique. Toujours unique, exactement. Et je me permets encore une petite digression Montréal disparu, mais
avec l'emménagement donc, dans le nouveau siège social d'Hydro-Québec, qu'est-ce qui va advenir de l'ancien siège ce qu'on appelait le Power Building? Il va être démoli. Donc, il n'existe plus aujourd'hui. Il sera démoli là, pour le passage de l'autoroute Ville-Marie, puis il y aura la construction du Palais des Congrès. À côté du Power Building, on trouvait le Terminus Craig qui a accueilli là, quand même plus d'une dizaine de lignes de tramway. Puis ensuite, c'est des autobus là, qui remplaceront les tramways. Mais le Terminus Craig, lui, va cesser ses activités entre 1920... Il va être en activité, entre 1925 puis 1980. Le Palais des Congrès est construit de 77 à 83. Puis... quand on regarde là, des photos d'époque, lorsque le Terminus Craig est démoli en 1980, le Power Building n'est plus là. Donc, il a été démoli entre 1977 et 1980. Puis les seuls vestiges physiques là, qu'on connaît de ce bâtiment-là, ce sont des plaques commémoratives qui soulignent le décès d'employés là, lors des 2 conflits mondiaux. Donc, des plaques qui sont visibles actuellement là, au siège social qu'on peut admirer pendant une visite guidée. Quand ma belle a eu 30 ans c'est pas tous les ans. Je me suis dit je vais lui faire un cadeau d'anniversaire. Quand ma belle a eu 30 ans, puisque c'est pas tous les ans, je me suis fendu, j'ai offert une petite centrale nucléaire. Une petite centrale nucléaire avec tout le nécessaire, un modèle à toute épreuve, garantie pièces et main d'œuvre, dans un emballage cadeau, un beau refroidisseur d'eau, en vrai béton naturel, avec gravé au burin. Nucléaire plus qu'hier et bien moins que demain. Quand ma belle a eu 30 ans c'est pas tous les ans, je me suis fendu, j'ai offert une petite centrale nucléaire. Quand elle a vu ça, ma belle, elle a laissé sa vaisselle. Elle est sortie de la cuisine, je m'en vais chercher les voisines. Quand les voisines ont vu ça, elles en ont perdu les bras. Elles ont dit Dieu qu'il a fait une petite centrale nucléaire. Une petite centrale nucléaire avec tout le nécessaire, un modèle à toute épreuve, garantie pièces et main d'œuvre, dans un emballage cadeau, 4 crayons d'uranium et un petit mémorandum, comment faire du plutonium. Plutonium, le confort atome, mium. Quand elle a vu sa ma belle, elle a laissé sa vaisselle, elle a dit Dieu qu'elle a faire une petite centrale nucléaire. Quand on a eu la migraine, on s'est dit c'est la trentaine. Et puis comme ça tout d'un soir arrive un drôle de brouillard. Brouillard, v'là le chat qui perd ses poils et le poisson qui s'écaille. On s'est dit y a rien à faire, faut faire venir un expert. Un petit expert nucléaire avec tout son nécessaire. Un expert à toute épreuve, garantie pièces et main d'œuvre. Il a regardé les soudures, il a dit il y a des fissures, il y a des pépins dans le noyau. Et le noyau noyé d'eau, faut évacuer l'immeuble. Surtout pas toucher aux meubles. Vous n'avez qu'une chose à faire, vous défaire du nucléaire. La, la, on s'est retrouvés dans la rue sans abri, presque tout nus, et les autres locataires qui nous regardaient de travers. Alors ma belle tendrement m'a embrassé en disant après tout ça moi je préfère un joli miroir solaire. Un joli miroir solaire au prochain anniversaire, un miroir réfléchissant où je pourrais me voir dedans. Ça ne fait pas de poussière et ça ne fait pas d'accident et ça détend l'atmosphère et ça ne fait pas peur aux gens. Cœur des électriciens, ça ne fait pas de poussière et ça ne fait pas d'accident et ça détend l'atmosphère et ça ne fait pas peur aux gens.
pour revenir plus dans la veine énergétique, donc il n'y a pas, évidemment, Hydro-Québec, c'est dans son nom, hein, ça se base sur l'énergie hydraulique, mais est-ce qu'il y a des explorations vers d'autres sources énergétiques à partir de la seconde nationalisation ou peut-être même un peu avant? Pendant les années 60, il va y avoir un fort engouement dans le monde pour l'énergie nucléaire, donc qualifiée d'énergie de l'avenir. Puis, afin de se doter également d'une certaine expertise dans le domaine, Hydro-Québec va signer un partenariat là, avec Énergie atomique du Canada Limitée, qui est fondée en 1952, pour la construction de la première centrale expérimentale de Gentilly 1. Puis, on va procéder ensuite là, à la construction de Gentilly 2 qui sera mise en service en 1983. Il y aura une opposition entre le Parti québécois de Jacques Parizeau puis le gouvernement libéral de Robert Bourassa sur le nucléaire versus l'hydroélectricité. Puis, en fait, le Québec va affirmer son choix de l'hydroélectricité comme mode de production principal au début des années 1970 là, avec le projet de la baie James. Oui, je suis content que vous arriviez au chantier de la baie James, qui était, je pense qu'on peut le qualifier, le projet du siècle hein, au Québec et comme considérablement marqué l'imaginaire de plusieurs générations de Québécois. Exactement. Donc, la baie James, c'est très souvent surnommé le projet du siècle parce que ça se développe quand même sur 5 décennies. Donc, des années 1970 jusqu'aux années 2010 en 3 phases. Le complexe, là, aujourd'hui, il compte quand même 11 centrales sur tout le territoire. Donc, la grande 1, 2, 3, 4, la grande 2A, la Forge 1, la Forge 2, Brisée, Eastmain, Eastmain 1A et Sarcelles. Donc, c'est quand même plusieurs centrales qui sont sur ce territoire-là. Mais le projet, il est annoncé par Robert Bourassa en 1971, quelques mois quand même après la crise d'octobre de 1970. Pour lui, l'hydroélectricité, c'est la voie de l'avenir. Et je le cite, il a dit « Il ne sera pas dit que nous vivrons pauvrement sur une terre aussi riche. » Bien, pour Robert Bourassa, la richesse, c'est l'eau. Puis, il y a plus de 450 000 lacs et rivières au Québec. Puis, pour le gouvernement de tabler sur ce projet-là, c'est aussi de signifier que ça rendra 100 000 emplois disponibles pour la population québécoise. Dans un contexte économique qui est un peu plus difficile, où il y a quand même du chômage, ce genre d'annonce-là, c'est la bienvenue. Puis, vraiment, la taille du projet va marquer l'imaginaire collectif encore à ce jour-là. Puis la plus connue des centrales, évidemment, c'est LG2. Oui, qui s'appelle aujourd'hui l'aménagement Robert Bourassa. Donc, elle a reçu ce nouveau nom dans les années 1990. Et c'est la plus puissante centrale du Québec, puis la centrale souterraine la plus puissante au monde. Ce projet va quand même, malgré la source de fierté qu'il génère, va aussi amener son lot de contestations, notamment du côté des Premières Nations, donc des communautés autochtones qui vont s'opposer au projet. Et que finalement, après de longues négociations, il y aura les bases d'une première véritable entente entre les Cris, les Inuits et Hydro-Québec et le gouvernement, là, donc la Convention de la baie James et du Nord québécois, qui va être signée en 1975. Puis quelques années plus tard, on va amender la Convention pour inclure également la nation Naskapi. Ce projet-là aussi, ça sera pour la première fois le moment où on va prendre autant en compte l'environnement dans l'étape d'avant-projet. Il y a des équipes de biologistes, d'écologistes qui vont se rendre sur le territoire puis mettre en place des mesures afin de protéger les écosystèmes. Puis d'ailleurs, en fait, la baie James, c'est une des régions les mieux connues sur la planète sur le point environnemental grâce à tous ces travaux-là qui ont été faits. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il y a eu une unité environnement à Hydro-Québec avant la création du ministère de l'Environnement du Québec en 1979. Donc, Hydro-Québec a participé, on peut dire, au développement, d'une certaine manière, des connaissances environnementales du Québec. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ce grand projet, justement, annonce pour Hydro-Québec? Les années 70, là, à partir de cette décennie-là, c'est vraiment une période de consolidation des acquis pour l'entreprise.
En 1978, on va avoir la première modification de la loi sur Hydro-Québec. Donc, il ne faut pas l'oublier, Hydro-Québec est régi par un cadre légal. Donc, il existe vraiment une loi sur Hydro-Québec. En 1978, donc, on en fait pour la première fois un amendement. C'est vraiment à ce moment-là aussi qu'on va avoir la fin de l'appellation Commission hydroélectrique de Québec pour vraiment que garder Hydro-Québec, même si c'est un nom qu'elle utilise là, depuis plusieurs années. On va aussi intégrer à la gouvernance à ce moment-là un conseil d'administration. Cette modification-là, elle permet aussi l'exportation des connaissances acquises pendant notamment la construction de la phase 1 de la baie James. Ça sera la création d'une filiale, donc Hydro-Québec International. Puis depuis, les opportunités d'affaires se sont développées vers l'international, bien que l'essentiel de nos activités se déroule au Québec. Puis un récent exemple de ça, c'est l'acquisition de centrales aux États-Unis avec les actifs de la Great River Hydro. Quelques années plus tard, en 1981, on va avoir une seconde modification de la loi qui va changer la façon d'administrer Hydro-Québec, qui va devenir une société à actions dont le seul actionnaire est le gouvernement du Québec, à qui l'entreprise doit, à partir de ce moment-là, verser un dividende. Parce que ce n'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant. Donc, l'entreprise, elle va muter vers une approche plus commerciale, puis elle va hériter d'une mission élargie qui va lui permettre de générer justement des bénéfices qui vont être mis aux Québécois via le gouvernement. Donc, aujourd'hui, Hydro-Québec remet annuellement 75 % de son bénéfice net là, au gouvernement sous forme d'un dividende. Puis cet argent-là est ensuite là, réinvesti dans la société québécoise par le gouvernement. Et je pense que c'était à Jacques Parizeau, qui était à l'époque ministre des Finances, à qui on devait cette modification. Exactement. Ouais. C'est à Jacques Parizeau qu'on doit ce changement-là. Puis, en 1983, là, on va avoir une autre modification de la réglementation qui attribue de façon très, très explicite à Hydro-Québec le mandat d'exporter de l'énergie régulière, donc de faire des exportations d'électricité à l'extérieur de la province. Puis, c'est quelque chose qu'on fait déjà à Hydro-Québec depuis la naissance d'Hydro-Québec. Donc, en 1945, c'était 2,99 TWh d'énergie qui ont été exportés. Et aussi de mener des activités dans tout domaine connexe lié à l'énergie. Ce qui va faire en sorte que les années 80, ce sera les débuts des programmes encourageant l'économie d'énergie, donc l'efficacité énergétique. D'ailleurs, il y a une campagne publicitaire qui parlait de l'énergificacité comme slogan. C'était les années 80. Et on va aussi là, tabler sur le développement de nouvelles formes de recherche, là, notamment sur l'électricité, sur l'utilisation de l'électricité. Donc, on aura la création là, du Laboratoire des technologies de l'énergie en 87 à Shawinigan. Et Émilie, on arrive dans le dernier droit de l'émission et j'aimerais ça qu'on aborde un épisode de l'histoire récente du Québec qui a beaucoup marqué les gens et beaucoup s'en souviennent. Ils étaient totalement vivants quand c'est arrivé. Je parle évidemment de l'épisode du célèbre épisode du verglas de l'hiver 1998. Oui, événement historique, s'il en est un. Le premier ministre de l'époque, là, Lucien Bouchard, va quand même parler d'un act of God, d'un combat de titan. Donc, ça aussi, ça marque l'imaginaire. Oui. Bien, on se rappelle que c'est 78 mm de glace qui vont tomber sur le sud-ouest du Québec du 5 au 9 janvier 1998. On parle de 24 000 poteaux qui vont s'effondrer, 1500 pylônes endommagés. 1,4 million de foyers sont privés d'électricité pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'habitais dans le Triangle Noir à cette époque-là. L'école avait été annulée pendant longtemps. C'était formidable. Exactement. Puis, tu sais, à titre de comparatif là, de cette crise-là, là, plus récemment, là, en mai 2022, il y a eu un Derecho, donc un front orageux qui est passé le 21 mai sur plus de 300 km avec des rafales avec des pointes de 150 km/h qui ont dû causer le remplacement de 1125 poteaux, 400 transformateurs, des dégâts de plusieurs millions de dollars, mais c'était quand même 11 jours de panne pour rebrancher tout le monde, 11 jours de travaux là, pour rebrancher tout le monde, puis des réparations là, qui ont quand même été nécessaires là, pour plus de 11 000 pannes. Donc, c'est vraiment des épisodes très marquants pour Hydro-Québec et de son histoire contemporaine, là, les grands événements météorologiques comme ça. Mais
faire face à l'adversité, ça fait aussi partie du caractère d'Hydro-Québec. Puis ces événements-là vont nous permettre de faire des innovations technologiques. Par exemple, pour le verglas, on a mis en place on a créé des robots déglaçeurs. Il y a eu toute la série de robots Line Scout, Line Rover, Line Ranger, des nouvelles normes de poids pour les pylônes, par exemple, qui ont été mises en place pour assurer la résilience puis la sécurité là, du réseau électrique. C'est fou à quel point on constate à vous écouter que finalement, Hydro-Québec, c'est quelque chose de fondamentalement imbriqué dans le tissu national québécois. Exactement. On est présent dans beaucoup de foyers au Québec. Donc, on a une relation très, très serrée avec la population québécoise. Puis, en fait, à titre de société d'État, Hydro-Québec, elle a un contrat social avec la population, si on veut. La mission de l'entreprise, elle est vraiment simple, fournir une alimentation électrique fiable à des prix concurrentiels, mais aussi contribuer à la richesse collective du Québec, que ce soit avec la production d'énergie à partir de sources renouvelables, de participer à la décarbonation, à la transition énergétique. On parle de richesse avec le dividende qu'on remet, mais il y a beaucoup plus que ça. Puis d'offrir un service public qui est équitable à l'ensemble de la population, puis aussi tout ce qui est innovation technologique, le souci de l'environnement, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise depuis la première nationalisation de 1944. Puis Hydro-Québec, elle est vraiment fière du chemin qu'elle a parcouru, puis elle souhaite mettre en valeur justement son histoire, son patrimoine de différentes façons, que ce soit avec des expositions, avec des interventions comme je fais avec vous aujourd'hui, ou encore avec nos visites d'installation qui sont ouvertes au public pendant toute l'année. D'ailleurs, ce sera le mot de la fin. J'en profite pour dire aux personnes intéressées par l'histoire d'Hydro-Québec ou par les installations d'Hydro-Québec qu'il est possible d'en visiter plusieurs, dans plusieurs régions du Québec. Et j'imagine que pour ça, il suffit, Émilie, d'aller sur le site d'Hydro-Québec pour avoir toute l'information. Merci beaucoup, Émilie Girard, d'avoir été avec nous pour avoir abordé cette histoire d'Hydro-Québec qu'on aborde généralement sous l'angle, disons, de l'histoire générale du Québec, l'histoire politique. Là, c'était vraiment sous l'angle de l'histoire des sciences et de la technologie. C'était très intéressant. Bien, je vous remercie de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de partager cette histoire-là avec vous. Et quant à nous, chers aficionados d'histoire de Montréal et du Québec, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Pour vivre sur terre de soleil et de pluie, de légumes et de fruits. J'ai besoin de bouger, de dormir et manger. Je peux pas vivre sans être aimé. J'ai besoin pour vivre sur terre de rire, de m'amuser et surtout de chanter. J'ai besoin de danser avec le monde entier. Je peux pas vivre sans être aimé. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio, ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.